Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Daniel Chaumet. Daniel Chaumet est conseiller municipal de la ville de Shellshare. Il est conseiller communautaire. Il est également président de Odyssey. Mais il est surtout aujourd'hui ici parce qu'il est candidat aux élections municipales à Shellshare, sa commune. Je ne sais pas quoi dire. C'est la commune où vous êtes né ? C'est la commune dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai ma famille, mes attaches personnelles. Mais être Shellsharois, c'est pas uniquement être né à Shellshare, c'est porter l'amour de la commune en soi et vouloir œuvrer que tout se passe mieux pour l'ensemble de chacun de nous. Vous voulez bien dire bonsoir aux gens, je ne vous ai pas donné l'occasion de le faire. En tout cas, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent dans ce grand monde. Je vois à chaque fois, je suis extrêmement impressionné par la diversité de la répercussion de c'est grâce à Orange. Et féliciter que nos télés aussi participent de l'information de tous ceux et celles qui jettent un œil sur les affaires martiniquaises et singulièrement ceux de Shellshare que je salue très chaleureusement. Vous avez quel âge, M. Chaumet ? 56 ans jusqu'à la semaine prochaine. On va faire comme les artistes. Je suis né le 24 décembre, donc c'est un présage. Sérieux ? C'est une grâce. Sérieux ? Et c'est très sérieux. J'ai l'assurance que je suis l'un des plus beaux cadeaux de ma maman et de mon papa. Et chaque 24 décembre, le midi, c'est mon anniversaire. Parce que le soir, généralement, c'est les festivités de Noël qui se préparent. Ce qui, dans mon enfance, a été souvent l'occasion de petites frustrations, puisque je voulais rappeler aux uns aux autres qu'il me fallait 2 cadeaux. Le cadeau de Noël et puis mon cadeau d'anniversaire. Alors, c'est mon qui a dit, mais on t'a donné un gros. Et t'as dit 2 mots en particulier qui tenaient un soin très, très, très spécial. Ça, c'est maman et papa moi qui étaient fait attention de distinguer. Le midi, c'est l'anniversaire de Dani. Et ma défunte marraine, la sœur de mon papa, qui était adorable, et qui faisait bien le distinguo entre ton cadeau d'anniversaire et ton cadeau de Noël. Donc voilà, c'est une grande histoire, cette affaire-là. Oui, vous avez raison. Ça va poser des problèmes de temps en temps au niveau des cadeaux. Y compris pour vous fêter. Pour la fête, oui. On ne sait pas si on fête Dani ou si on fête Noël, en fait. Donc voilà. Mais j'ai trouvé une solution intermédiaire. C'est de commencer le 23, tard, et de faire ce que les jeunes appellent des jonctions. D'accord. Rappelez-nous un peu votre situation familiale. Je suis père de 2 beaux grands-enfants. Mathias, qui étudie à Toulouse, qui fait des études de sciences, dans la même faculté que moi, l'université Paul Sabatier, dans le domaine de l'énergie. Il est en master sur les systèmes renouvelables. D'accord. Donc, il m'apprend des choses, j'apprends avec lui des choses sur ce que seront, on va dire, les nouveaux chantiers dans ce domaine-là. Et puis une petite fille de 8 ans, qui est l'une de mes plus ferventes supportrices, qui est mon épouse, bien évidemment, qui est à côté de moi, mariée depuis quelques années, et enseignant de formation au lycée Bellevue. D'accord. Comment est-ce que votre famille vit votre engagement politique ? Parce que vous me semblez être un homme complètement tourné vers la chose publique. Vous êtes également, j'ai oublié de le dire, je ne sais pas si j'ai dit, président du conseil d'administration d'Odyssey. Donc, vous êtes vraiment projeté dans la vie publique, quoi. En fait, vous savez, il faut se poser cette question quand on le fait. De ne pas se tromper sur le sens de son engagement. Et j'y suis arrivé pas à pas, sans calcul, et sans doute avec ma personnalité comme principal ingrédient de mon engagement. Je suis un homme de cœur, je suis un homme de conviction, et concilier les deux, et puis avoir sans doute la conscience du pays. Souvent, je le dis, je suis passé par Saint-Martin, et cette étape a été importante parce qu'elle m'a permis, pour la première fois, de regarder mon pays comme un Caribéen. Et c'était peut-être un des ingrédients décisifs
de mon engagement politique quand je suis rentré en Martinique. Et puis les choses se sont faites naturellement, vous savez, sans calcul. J'ai intégré des partis politiques, tout le monde le sait. J'en suis sorti non pas parce que je n'ai plus de convictions politiques, bien au contraire. C'est parce que mes convictions politiques étaient extrêmement claires et que je ne m'y retrouvais plus à l'aise. Je n'ai pas eu besoin de me fâcher avec qui que ce soit. Je crois en l'idée de la responsabilité, mais je crois aussi en la nécessité de répondre de manière très efficace aux engagements que l'on prend. Et si je pouvais faire une critique politique, on en parlait en aparté avant que l'émission ne commence, c'est qu'il faut aujourd'hui vraiment réparer le fossé qui s'est creusé entre ce qu'on appelle les citoyens, les usagers de la politique, parce qu'ils la vivent au quotidien, mais c'est eux qui, mine de rien, dessinent le paysage politique par leur bulletin de vote ou parfois par leur abstention, ce qui n'a pas moins de conséquences. Et faire en sorte que ce fossé renouvelé soit l'occasion d'un souffle nouveau. Je crois qu'on est vraiment là dans un virage qui doit amener de nouveaux hommes sur le champ politique et avec des méthodes qui sont sans doute ajustées, différentes. Je ne crois pas aux révolutions, mais je crois vraiment aux transitions. Je suis un homme de transition. Et cette transition que je perçois pour mon pays, je vais singulièrement l'apporter pour Shellshare dynamique et solidaire. Et les mots Shellshare dynamique et solidaire ont beaucoup de sens dans cette idée que même si on est très divers, c'est notre symbole, c'est notre logo, hein, cette sorte d'arbre du voyageur qui part dans les directions différentes, on a des couleurs différentes. Être Shellsharois, ça peut être plein de choses à la fois. On peut être né, on peut être arrivé, on peut en être tombé amoureux. C'est une terre d'accueil, une terre d'ouverture. Ça a commencé en 1902 avec l'éruption de la montagne Pelée. Et on peut être unis dans le projet, unis dans la diversité. Et je pense que cette façon de poser l'acte politique, de dire aux gens, on est là pour prendre soin de vous, d'abord, est une façon de réparer ce qui peut l'être. Et puis après, je crois que chacun a son libre arbitre et identifier ce qui convient là ou ce qui convient ailleurs. Vous avez dit, je suis passé par Saint-Martin, ça veut dire quoi? J'ai été, en fait, j'ai passé mon concours d'enseignant à Toulouse. Qu'est-ce que vous enseignez? Les sciences physiques. Les sciences physiques, j'ai fait de la mesure physique, je me suis tourné vers l'enseignement. J'ai exercé pendant 2 ans à Bordeaux. Et quand j'ai eu ma mutation, à l'époque c'était l'Académie des Antillais de la Guyane, on a oublié ça, hein. J'ai été muté à Saint-Martin, qui était une commune de la Guadeloupe à l'époque. Oui. Et vous êtes resté combien de temps? 2 ans à Saint-Martin, très intense. D'accord. Très intense, politiquement et sportivement, parce que politiquement, j'étais très proche de gens qui allaient devenir des leaders majeurs. Franz Gums, qui était un collègue, qui était le premier président de la collectivité territoriale de Saint-Martin. Et le débat qu'il y avait à l'époque à Saint-Martin, c'était celui de l'évolution institutionnelle. Et j'étais très imprégné du combat de ces intellectuels, de ces militants politiques de Saint-Martin, pour savoir est-ce que le sujet pour eux, c'était de rester une commune de la Guadeloupe, ce qui était quand même une forme d'aberration institutionnelle, ou de prendre leurs responsabilités, d'avoir une collectivité, avec tous les risques que cela comporte. Mais je crois que c'est ça le processus naturel. Hein. On grandit, on s'assume et on assume. Vous étiez à l'AGEM quand vous étiez à Bordeaux, l'Association Générale des étudiants martiniquais. Pas du tout. Alors, certains nous accusent d'avoir exécuté ce qu'il restait de l'AGEM à Toulouse. En réalité, c'est une autre époque. L'AGEM a porté des combats d'une époque. Moi, j'arrive à Toulouse en 1987. Je pense que toute cette réflexion politique qui a eu son utilité, qui a porté des hommes politiques majeurs à Toulouse, n'a pas trouvé de sens chez nous. On était davantage dans une introspection qui consistait à savoir comment on rentre au pays. D'accord ? On n'y fera pas la révolution. Beaucoup de nos prédécesseurs étaient très sensibles à des formes de lutte un peu plus actives, en tout cas, où la violence n'était pas exclue. On était dans une autre génération, dans un autre temps, mais toujours avec la conscience du retour au pays. Donc on avait créé à l'époque une association à Toulouse qu'on appelait les Guamagui, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et c'est l'époque où on a structuré avec d'autres, Didier Laguerre, Olivier Jean-Marie, enfin bref, des gens qui ont connu sont sur la place publique, le CIADOM, qui était une sorte de fédération de tous les étudiants antillais-guyanais,
où on avait un événement qu'on appelle les Créoles Universiades. Alors à l'époque, c'était à la fois un moment de divertissement, mais aussi de partage, de création, de réflexion. Il nous est arrivé d'inviter des intellectuels comme Patrick Chamoiseau ou Raphaël Confiant, avec vraiment la lucidité de savoir comment on entreprend le retour au pays et être utile au pays. Et aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là se retrouvent dans l'espace politique et d'une certaine manière, sans qu'on s'en rende compte, ça a été un fil conducteur. Vous êtes conseiller communautaire, vous êtes également conseiller municipal. Ça vous va, ça vous convient, vous êtes content? Ben, vous savez, c'est une décision qui a été prise il y a bien longtemps. Vous savez, quand vous vous engagez en politique, il faut assumer la victoire ou la défaite. En 2020, nous n'avons pas gagné. C'est une réalité, les électeurs ont tranché. Mais on a une approche qui est très singulière. Je sais qu'à chaque fois que je l'évoque avec vous, c'est l'occasion d'un débat dans le débat. On a une force de proposition libre. Donc quand on est d'accord, on dit qu'on est d'accord. Et puis quand on n'est pas d'accord, on propose dans le respect des élus qui sont là, des agents qui font des propositions, des contre-propositions. Et nous acceptons le verdict démocratique. Et nous prenons acte des décisions qui sont prises collectivement. Et c'est un peu cet état d'esprit, je pense, qui a fait qu'à la CACEM, là où certains auraient voulu me ranger comme un opposant du président, pas du tout. Je suis un élu de la ville de Schœlcher, donc je défends les intérêts de ma ville, mais je défends les intérêts communautaires. Donc je me suis mis à disposition du succès du projet communautaire. Quand le président de la CACEM, qui est aussi maire de Schœlcher, fait son intervention d'ouverture à la CACEM, son propos, et c'est vérifiable, hein, est précédé de mon intervention qui dit très clairement que je me mets à la disposition du succès du projet communautaire. Et je pense qu'en faisant ça, je ne m'affaiblis pas, je ne me bâillonne pas. Je donne sans doute à l'autre l'occasion de penser que la bataille électorale est terminée. Ce dont nous devons nous préoccuper là et en priorité, c'est le bien-être de nos usagers. Sur des questions qui sont majeures, qui sont les compétences de la CACEM, le développement économique, ça inclut l'insertion, toutes les problématiques que nous avons avec la jeunesse, la question du transport, de la mobilité, la question des déchets, bien évidemment la question de l'eau. Et sorti du temps des élections, notre façon d'être, en tout cas dans notre mouvement Schœlcher Dynamique et Solidaire, c'est d'être constructif et d'être de vraies forces de proposition. Et pour tout vous dire, je pense que cette façon que nous avons à Schœlcher Dynamique et Solidaire de porter l'action politique, y compris la contradiction, hein, nous pas diluer, nous pas venir des tchololos, hein, ça crée un climat différent, un climat d'apaisement qui n'exclut pas la contradiction, bien au contraire, qui permet à la contradiction de ne pas être suspectée d'une intention, d'une arrière-pensée politique. D'accord? Et on est exigeant. Et c'est ainsi que je pense que notre posture, notre façon d'être et de faire est respectée dans les instances et comprise notamment sur le terrain. Jamais vous n'aurez un propos de ma part qui soit une attaque des individus. Je peux avoir la dent très dure sur certains sujets, mais je suis respectueux des hommes qui portent ces idées. Je peux avoir de gros désaccords, non pas avec les hommes, mais avec les idées. Et ça, je pense que c'est une façon d'être qui est fondamentale, qui nous distingue en tout cas, mais qui est finalement un vrai bénéfice parce que nous portons ça et les Schœlcherois qui nous observent s'en rendent compte et y voient là le gage de sérieux, le gage de valeur et puis le gage de ce que on sort du jeu d'épicéen tel qu'il dit, pas bon, politique politicienne totalement absurde dans laquelle je ne me reconnais pas. À la ville de Schœlcher, je vote quasiment 70 à 80% des décisions qui y sont prises. C'est pas tant ça le sujet. Par contre, je pourrais vous dire, les décisions que j'aurais souhaité voir prises qui ne sont pas prises, voilà celles qu'elles sont. Donc il faut savoir faire la part des choses et jouer le plus large contre le plus étroit. Ok. Il y a combien de communes en Martinique? 34 jusqu'à nouvel ordre. 34 jusqu'à nouvel ordre. En France, il y a 36 000 communes. D'accord? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop de communes en Martinique? Est-ce que c'est une de vos préoccupations? On est loin de l'actualité municipale. Schœlcher est une ville de 20 000 habitants qui a eu un temps sous son clocher la ville de Casse-Pilote. D'accord?
Ça, c'est l'histoire de la Martinique et des clochers. Je pense qu'il ne faut pas poser les choses dans ce rapport-là. J'entends votre réflexion et en tant qu'homme public, et je l'espère demain maire de Schellcher, on doit constamment avoir le souci de la performance du service rendu. La simplification, et on pourrait prendre d'autres exemples, est-ce qu'avoir eu un syndicat de transport, ça a réglé tous les problèmes? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'on s'est rapproché de la solution? Je le crois. Plus que les unités ou les outils, monsieur, je vais vous répondre très clairement, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est la consistance des projets politiques. Se pose la question que vous posez là pour les très petites communes, où par exemple, sans faire d'injure à qui que ce soit, eh bien, vous avez du mal au regard du nombre d'élus, du nombre de personnes, à avoir de la technicité en interne, vous permettant de porter du projet, même si vous externalisez certaines décisions. Vous voyez, ce n'est pas le cas à Schellcher. On est quand même une commune avec des services qui sont consistants, qu'il s'agisse de l'urbanisme, qu'il s'agisse de la police, qu'il s'agisse de la sécurité, avec une vraie culture de collectivité, parce que nous faisons partie des 3-4 communes les plus importantes en nombre d'habitants. Ce sujet peut se poser pour des communes d'un rang inférieur. Mais je pense qu'il faut le poser du point de vue de l'usager, de dire, mais finalement, la question, est-ce qu'elle est fondamentale de savoir si on est un tel ou un tel, ou est-ce qu'on se reconnaît en tant que citoyen martiniquais dans la qualité du service de ça et de l'exigence de tel service? Ce n'est pas un sujet simple. Je vois que dès lors que l'on veut bouger un trait institutionnel, ça devient un sujet. Et du coup, je dois vous avouer que je mets ces sujets-là un peu de côté, savoir si on a un drapeau, si c'est le bon, un ou pas. Et je m'intéresse davantage à ce qui fait le bien-être des Martiniquais au quotidien, tout en sachant que la question de la conscience de ce que l'on est et de ce que nous devons faire a un sens. Mais ça ne peut pas se faire au détriment, on va dire, de l'appropriation pragmatique de notre quotidien. Il faut que j'ai pour le monde. Si on parle de conscience, on pas j'ai pour le poubelle, de qui ça nous parle pour nous. Et on en est presque là aujourd'hui. La situation de la gestion de nos déchets est très compliquée. La situation du transport, je ne veux même pas en parler. Et on pourrait passer le temps à dire tout ceci ne va pas. Donc, plutôt que de penser à ces simplifications, je pense qu'entre élus, déjà dans les communautés, on pourrait porter l'exemplarité de ce que sont des réponses collectives. Les communautés, c'est plusieurs des communes. Agglomérations. Et peut-être que cet échelon-là, qui est un échelon qui est extrêmement important, pourrait être amélioré. C'était ma question. Est-ce que les communautés ne peuvent pas remplacer les municipalités? C'est délicat parce qu'il y a quand même la question de la légitimité. Quand moi je suis élu à Schellcher, je suis d'abord élu par les citoyens de Schellcher et mon résultat me donne la pertinence d'être à l'agglomération. Les deux autres forces politiques qui étaient présentes sur la ligne de départ ne sont pas présentes à la CACEM. C'est parce que mon résultat est bien plus consistant que je me retrouve à devoir siéger dans ces champs-là. Mais en fait, et c'est important quand même de pouvoir le dire très clairement, d'ailleurs, le code électoral a changé. Avant, c'était une fois élu qu'on disait qui étaient les élus qui allaient siéger à la CACEM. Aujourd'hui, quand vous produisez la liste pour les municipales, vous avez l'obligation de dire un tel qui est à la CACEM. Donc c'est un vrai sujet. Certains seront des adjoints, certains seront des conseillers municipaux, certains seront des conseillers communautaires. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas à l'infini ajouter les casquettes parce que... Mais justement. Il faut spécialiser les gens. Moi, vous savez, j'ai une conviction profonde. Si je suis élu maire, je ne le serai pas pendant 18 ans. Ce qui a été le cas du maire actuel. Je pense que 12 ans, ça suffit largement. J'ai 56 ans, tout le monde le sait maintenant, et 57. Le 24, d'accord, faites le calcul, dans 12 ans, je serai à l'aube des 70 ans. Je ne serai pas un élu politique à 70 ans. Je ferai autre chose, monsieur Laouchi. Et toute l'énergie que j'ai en moi aujourd'hui, c'est de convaincre des jeunes femmes de 30 ans, il y en a à côté de nous, mais qui ont un potentiel extraordinaire, que demain, ou voire après-demain, ils ont des responsabilités majeures pour leur ville. Et pour ça, il faut laisser la respiration démocratique. Donc, c'est à la fois la respiration démocratique, la solution, d'accord, et aussi l'exigence dans les instances, mais pour ça, il faut être disponible. On ne peut pas faire 40 bagailles
en même temps. Alors moi, encore une fois, je serai un maire à 100%. D'accord? Je ne serai pas un maire à temps partiel, moitié prof, moitié maire, non. Je serai un maire, quand on sait, quand on a l'expérience, c'est peut-être ça aussi qui me fait le dire aussi clairement, quand on a l'expérience de ce qu'un mandat, j'ai été conseiller régional, j'étais président de parc naturel, je suis actuellement président du conseil d'administration de l'ICI. Je n'ai pas découvert la chose publique aujourd'hui. Je sais qu'être maire, personne ne vous y a obligé, donc c'est soit on a envie de faire pour qu'à faire franchement, ou soit on pas qu'à faire. Mais moi, je suis encore disponible, je suis à 100%. Ça veut dire quoi, mais à 100%? Vous entrez à la retraite quand? À la fin du mandat. Et à chaque fois, c'est donc, l'électeur qui décide. Donc vous ne serez pas à 100%, vous allez travailler? Non, pas du tout. Je serai maire à 100%. Je n'aurai pas d'activité professionnelle autre que celle de mon mandat municipal. Excusez-moi, mais vous avez quel âge là? 56 ans. Vous entrez à la retraite quand? Je l'espère d'ici 7-8 ans. Normalement. Oui, bien sûr. Donc, vous abandonnez votre carrière professionnelle c'est ce qu'on appelle dès que vous êtes maire. Ça veut dire se mettre à disposition. Donc, votre carrière LVG, vous passez à l'ancienneté. Vous n'êtes pas payé, bien évidemment. Parce que l'eau à moitié, ou quoi prendre l'argent quand même. Donc, vous renoncez à votre activité, c'est un choix. Et votre carrière évolue de manière très, très stagnante, puisque vous n'avez pas... C'est à l'ancienneté. Et vous recouvrez vos droits au terme de l'âge de la retraite. Mais je ne serai plus enseignant, je ne serai plus devant les élèves. Et c'est une bonne chose. Je serai tout mon temps consacré à mon projet de ville, Shellshare Ville Durable. Et pour faire de Shellshare Ville Durable, pour qu'on arrête de vivre nos rêves et qu'on se mette à rêver notre vie et faire de Shellshare une ville durable, et j'espère qu'on en parlera, d'aucun ne me reprochera d'être maire 100% consacré à sa commune, entouré d'une équipe performante d'hommes et de femmes, pour la plupart très disponibles et prêts, M. Laouché, nous parler. C'est marrant quand vous avez dit « je ne serai plus devant mes élèves et c'est une bonne chose ». Je me suis demandé est-ce que c'est pour les élèves que ce serait une bonne chose. Mais ça serait étonnant, ça serait quand même être injurieux que de prétendre bien faire son boulot de prof et avoir à gérer une ville de 20 000 habitants. Donc à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Vous savez... Attendez, je pose juste une question. Est-ce que lorsque vous serez maire, vous toucherez par mois moins d'argent que vous ne le touchez aujourd'hui? Vous parlez de ma rémunération, je n'ai jamais fait le calcul, mais elle sera à peu près semblable. Vous savez, quand j'étais conseiller régional, peu de gens l'ont fait. Je suis passé à mi-temps. D'accord. Donc j'ai divisé ma rémunération de fonctionnaire par deux, mes cotisations de retraite par deux, parce que j'avais un mandat régional qui le compensait. Et voilà, on n'était pas nombreux à l'avoir fait, mais je l'ai fait. D'accord. Et vous le referez? Et là, je le ferai entièrement. Entièrement. D'accord. Est-ce que vous allez changer le nom de la ville, Shellshare? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous savez, encore une fois, dans la démarche que nous avons à SDS, et c'est peut-être là, je reviens, je refais une ellipse sur la question du comment réconcilier les Shellsharois avec l'action politique. Sur tous les sujets importants, ou qu'ils considèrent importants, le désenclavement de Terreville, qui quand même est un sujet qui arbitre la mobilité d'un quart de la commune. L'usage de notre littoral. Aujourd'hui, on a un littoral qui est totalement saturé parce qu'il y a une sorte de laisser-faire qui fait qu'on n'a pas été vigilant sur la façon dont on a mis des éléments d'attractivité. Vous mettez restaurant, ça très bien. Il faut qu'on respecte le domaine public maritime là. Pas qu'à mettre tout partout. On a laissé faire des restaurants à 200 couverts. Bon, les gens investissent maintenant, ils exploitent leur investissement et cela fait que sur le bourg, aujourd'hui, Madame, les gens ont du mal à circuler à partir de 18h, 20h. Donc, sur tous ces sujets-là où on dit, voilà, est-ce qu'on va mettre de la régulation, de la piétonisation? Nous le proposons. En tout cas, à Shellshare Dynamique et Solidaire, on considère que sur toute la frange littorale, dans l'immédiat, si nous sommes élus, nous allons mettre des places spécifiques pour les résidents, pour qu'ils retrouvent un peu de sérénité et de bien vivre dans leur quartier, mais de manière beaucoup plus importante sur la question de comment vivre sur un littoral en permettant à la fois aux acteurs économiques qui y sont de bien travailler et de garantir aux nombreux Shellsharois, étudiants et autres qui ont besoin de se divertir, de venir,
Comment permettre aux gens qui ont besoin d'être sur la plage de le faire? Exemple, au Lido, on a un immeuble qui est une horreur. De 3 étages, il y a 15-20 mètres de plage là. D'accord? Daniel Chaumet, maire de Chelchia, n'aurait jamais laissé faire cette construction tout en restant dans le champ du droit. Et je pense que sur la question de comment vivre notre littoral à Chelchia, ben nous allons lancer de grands débats, monsieur Laouché. De grands débats pour que les gens disent ce qu'ils ont à dire, mais qui nous permettront de trancher les décisions. Et dans des consultations. Alors, si vous me dites, est-ce qu'il faut changer le nom de la ville? Je vous dis, a priori, ça ne sera pas une proposition qui viendra de nous. Maintenant, si une majorité de Chelchérois pense qu'il y a lieu d'un débat sur cela, je ne fuirai pas le débat. Et d'une certaine manière, si demain ils le veulent, c'est eux qui prendront la décision. Mais ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel je vis et j'engage mon mandat. Je me sens profondément Chelchérois, d'accord? Je me sens profondément Chelchérois. C'est l'histoire de ma commune. Je ne suis pas dans l'effacement. On peut faire de Chelcher une ville d'ouverture sur les mémoires, hein, qui ne soient pas des mémoires écorchées ou des mémoires enfermantes. On a un projet sur la question de faire vivre les mémoires. Nous sommes une terre qui porte un nom particulier avec une université. Donc je pense que cette façon de faire vivre les débats de fond, hein, dont vous parlez, mais aussi les grandes décisions, sont une façon finalement de rendre chacun architecte de sa ville. C'est un peu ça aussi notre démarche à Chelcher Dynamique et Solidaire. Faisons de chacun, de chaque Chelchéroise, de chaque Chelchérois, qu'il soit un adulte ou un jeune, un architecte de sa ville. Nous allons structurer des débats, notamment autour des problématiques qui sont celles de la jeunesse. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes au quotidien, c'est mes élèves, mais ils vous pulvérisent d'idées auxquelles nous ne sommes pas liés parce que nous sommes de notre siècle. Et si nous voulons réconcilier notre ville, notre cité, notre commune, le sens commune, commune c'est qui ça? C'est commun, on est en commun, c'est aussi la communion. Si on veut rassembler la commune, les forces vives de la commune, eh bien il faut savoir prendre les débats, les trancher. Celui-là, ce n'est pas celui que je proposerai, d'accord? Mais je ne suis pas fermé à ce qu'il ait lieu. Pour vous répondre complètement. Ce que vous venez de faire là, c'est du jeunisme. Ça s'appelle le pas jeunisme. Du tout, pas du tout. Pas du tout. Comme si les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, ont raison. Non, il y a une réalité, c'est les chiffres. Vous regardez les taux de participation aux élections. Alors, si ça vous inquiète, moi, ça m'inquiète parce que j'ai aussi l'occasion, comme je vous dis, dans ma profession, de les rencontrer. Je ne parle jamais politique dans mes classes. Jamais. Et je peux vous assurer qu'ils me tentent beaucoup de paix. Jamais si on vous avait à la télé, c'est un regard, un silence, et puis la discussion s'achève là. Vous savez, quand dans votre territoire, tout le monde dit, mais voilà, il faut de l'attractivité. L'attractivité, c'est quand même trouver des gens qui sont une force de travail. Moni, c'est pas présent. Ni ou ni moi, ni quoi, on a l'âge d'être grand-père. D'accord? Donc, si on doit se préoccuper de quelque chose, c'est comment nos enfants, vos petits-enfants, monsieur de la Rocher, rentrent au pays et deviennent des citoyens martiniquais, non pas de seconde zone, mais qui prennent toute la plénitude de leur place. D'accord? Il y a un constat, il y a un fait là aujourd'hui. Cette tranche de jeunes qui a entre 18 et 35 ans, elle ne nous regarde même pas, elle ne nous écoute même pas. D'accord? Or, le pays que nous construisons, nous le bâtissons essentiellement pour eux. Je dis que nous ne pouvons pas construire ce pays-là sans eux. Je ne suis pas dans le jeunisme. Donc j'aurai la préoccupation de faire que ma jeunesse chelchéroise, qu'elle ne soit pas majeure. Vous savez quoi? Je suis même pour qu'on abaisse le prix, l'âge légal du vote. Je suis un des partisans de l'abaissement de l'âge légal du vote. L'âge légal pénal, il a été baissé à 16 ans. D'accord? D'accord? Donc si vous pouvez pénal, m'en fait l'âge à 16 ans, moi je pense que vous pouvez voter. Mais ça veut dire qu'il faudra véritablement encadrer cela. Peut-être préparer notre jeunesse à cette évolution-là. À Chelcher, dans 20 ans, vous aurez plus de 60% de gens qui auront plus de 60 ans. Donc vous pensez bien que mon propos politique n'est pas de faire d'écarter cela ou cela, c'est de faire que tous, dans notre commune, en communion, eh bien, on participe aux arbitrages et que nous soyons tous architectes de la ville de Chelcher. Qu'on ait 18 ans ou plus de 60 ans. Vous avez habité à Bordeaux? J'ai vécu 1 an et demi à Bordeaux.
Il y a bord de mer, là, il y a un littoral, il y a la mer à Bordeaux. Pas véritablement à Bordeaux, mais on va dire la Gironde. D'accord. Vous connaissez le sud de la France, Nice, etc. Plutôt, j'y ai grandi puisque mon papa était un footballeur et que papa a joué pendant 7 ans à Monaco. Donc j'étais plutôt un usager de la côte sud-est de la France, entre Monaco, Cap-d'Aille. Il avait quelques amitiés, il avait des copains qui étaient footballeurs à Martigues, des Guyanais, Étienne Edwige et d'autres encore. Et sur le littoral de ces villes que vous avez donc bien connues, vous aviez plutôt des logements HLM à loyer modéré ou bien vous aviez des locaux pour gens riches? Ah, je comprends. Ben vous savez, je pense que ce qui va faire, on a un pays qui fait, contrairement à la France, qui a fait 1000 km². Donc les usages de la terre, et là nous avons un vrai désaccord avec le maire actuel sur ce que j'appelle un aménagement qui n'a aucune lucidité écologique et qui n'a pas de lucidité du bien vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'il y a une vingtaine d'années, quand ils étaient non pas aux affaires mais dans l'opposition, ils avaient fait beaucoup le reproche à Alfred Almond d'avoir été un maire soi-disant laxiste sur les questions d'aménagement et d'urbanisation. D'ailleurs, c'était jamais dit par eux, mais c'était les bruits qui circulaient dans les couloirs. Almond von Schellschab à les étrangers. Beaucoup lui ont fait ce reproche-là. En réalité, cette équipe a fait bien pire. Bien pire et dans d'autres proportions. Et sans savoir à qui est vendue la ville, moi je dis que cette équipe, sur la question de l'aménagement, l'équipe actuelle oui. a manqué de lucidité en matière d'aménagement. À l'époque, Terreville et le désenclavement est une priorité. 18 ans après, personne n'est capable de vous dire où pourrait, où pourra et où passera, que sera le désenclavement. C'est devenu un truc qu'on a agité et puis qu'on a mis sous terre. Quand je regarde les écoles, Schellcher, 9 écoles dont les bâtiments sont la responsabilité de la ville, aucune norme parasismique. Nous y avons tous nos enfants, nos amis, des collègues pour moi et des agents de la ville. Vous savez, je ne donne pas de fleurs, je ne suis pas là pour distribuer des fleurs à qui est bon, qui n'est pas bon. Quand on fait un constat comme ça, on analyse les choses, savoir est-ce que ça a fonctionné ou qu'est-ce qui permet que ça fonctionne. Le maire de Rivière-Salée, sur une durée de mandat équivalente, a refait toutes ses écoles à Rivière-Salée. Le maire du Marais, qu'on ne peut pas taxer d'être un allié politique, en a fait 3 dans la mandature. Peut-être plus petite, plus modeste. Je considère que quand on a passé 18 ans aux affaires, on ne peut pas se contenter d'avoir mis un escalier parasismique à l'école Danse Madame comme seule initiative majeure pour sécuriser les Chelchirois. Donc je pense que cette équipe, sur la question de l'aménagement, a manqué de lucidité écologique et n'a pas mis, là où il le devait, suffisamment les Chelchirois et nos enfants, nos écoles en sécurité. Et je pourrais donner d'autres exemples qui nous font véritablement entrer dans ce qu'est un projet Chelcher Ville Durable. Parce que, vous savez, j'entends beaucoup aujourd'hui, déjà avec des mesures, oui, on peut venir avec un catalogue de mesures. Oui, être maire au quotidien, c'est ça. Mais je pense qu'avant tout, être maire, c'est être stratège et être en mesure de donner un sens à sa ville. Bertrand a été un des premiers grands maires, je pense, de la ville de Chelcher. Maire bâtisseur. Il a fait toutes les écoles, pas une de plus jusqu'à aujourd'hui. Il a quitté les affaires, si ma mémoire est bonne, en 1992. D'accord ? Il a fait Terreville, le stade, la piscine. Mais bon, c'est pas rien tout ça. 1995. Attendez, excusez-moi, mais... Oui, je parlais de maire bâtisseur. Quand on parle de rien, on paraît comme beaucoup plus bâtisseur. J'arrive. Alfred Almond, c'est plus récent. Je pense que c'est le maire, et pourtant je suis à l'aise. Je suis celui qui, en 2008, appelle à voter Clémenté, non pas parce que j'ai plus d'acquaintance avec lui qu'avec Alfred Almond. J'ai dit Alfred Almond a fait 2 mandats, je votais pour l'alternance. Est-ce que vous me comprenez ? Donc je suis cohérent jusqu'au bout. Alors que certains m'ont dit et ont tenté de me convaincre, mais Dany, n'appelle pas à voter Clémenté, Conseil Capet dit tu deviendras naturellement le dauphin. Je ne suis pas rentré dans ce calcul-là. J'ai vraiment pensé à ma commune et en me disant qu'en 2008, ce qui valait
Le plus, c'était l'alternance. De nouvelles idées, de nouveaux hommes. Je vous rassure, ils l'ont très rapidement oublié. C'est un peu de ça qui fait l'expérience politique. Almond est quand même, monsieur le maire Almond est quand même celui qui a pensé et qui a permis la mise en place de Madiana, le palais des congrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement banal que nous oublions ça. C'était une fierté, ça a été vraiment un lieu de convergence de milliers de Martiniquais que d'avoir fait Madiana. C'est celui qui a fait les places de Schellcher. Ce n'est pas neutre. Et beaucoup de communes, en tout cas les 33 à l'époque, en 2002, jalousaient, on va dire, le côté waouh de ces places. Et je pense que ces maires qui ont vraiment agi pour l'attractivité pour l'un et bâtisseur pour Bertrand, finalement, on a vu un nouveau maire, une nouvelle équipe. Je ne dis jamais qu'une équipe municipale ne fait rien. Ça serait injurieux de le dire et ça ne correspond pas à la réalité. Mais n'a pas su prendre pour notre commune des chantiers stratégiques. Et la question de l'aménagement, qui est un vrai sujet, comment aujourd'hui concilier l'enjeu de l'attractivité, l'enjeu, on va dire, du bien vivre ensemble et l'enjeu écologique, eh bien, c'est un sujet à côté duquel ils sont passés et ça, c'est quand même dommage. Et nous le payons durement dans le quotidien. Ne pas avoir fait cela sur le bourg fait qu'aujourd'hui, les gens du bourg et Danse-Madame vivent le cauchemar. Donc, il faudra remettre de l'ordre là où il y a eu des désordres. Le fait que les écoles n'aient pas été faites pour aucune d'entre elles va nous contraindre à rentrer dans des programmes longs, dans la première et la deuxième mandature, pour commencer ce qui aurait dû avoir commencé il y a bien longtemps, M. Larouché. Donc je pense que sur justement cette question de l'aménagement durable, et ça a des incidences, on a manqué d'ambition, on a manqué parfois d'imagination, sans doute de volonté politique. Vous n'avez pas répondu à ma question de savoir si sur le littoral de Schellcher, vous allez plutôt faire en sorte que les gens qui y sont déjà depuis des années, se portent bien, ne soient pas trop dérangés, ou si au contraire, vous allez leur dire, bon, il faut consentir les sacrifices et qu'on aménage autrement ce littoral, ou bien on le laisse comme ça, je ne sais pas. Il y a déjà, on a un hôtel à la Batelière, nous pas savons qui joue, qui est ouvert, d'accord, qui a pris sa place sur le littoral. Il y a le Pélican. Beaucoup ont dit sur la façon dont il a été construit à l'extrémité du bourg. Je pense qu'en termes d'équipement actif ou futurement actif, il y a de quoi faire à Schellcher. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, à l'heure où nous sommes, où les gens sont davantage dans des pratiques du territoire qui soient beaucoup plus immergées chez l'habitant, mon café, on va parler d'Ibaïla, mais Airbnb, d'accord? Est-ce que la stratégie, c'est de mettre du béton près des plages comme on le faisait à 40 ans? Moi, je ne crois plus à cette forme de tourisme-là. Je crois davantage à un tourisme qui est intégré dans la commune, chez l'habitant. Donc, je crois davantage à un tourisme qui permette, notamment dans l'arrière-pays, à avoir des gîtes, d'accord, qui ne soient pas, on va dire, des défigurations de notre arrière-pays, mais qui soient une valorisation de notre arrière-pays. Très peu de Schellcherois savent qu'une partie de Schellcher fait partie de la zone du patrimoine de l'UNESCO. Comment valorise-t-on cela? À La Réunion, eh bien, on a fait des sentiers. On a mis des gîtes. Les gens, des associations, donc, accompagnent des gens sur ces terrains-là. Des gens les font manger. Des gens racontent l'histoire, parce qu'il y a une histoire à raconter. Leur font du clos. Tibouin derrière font la IA. Maté la beau matin, à soi en opération, et puis au-d'ici. Ben, on a des ruines là. C'est l'ancien canal qui amenait l'eau de la rivière jusqu'à l'usine de fabrication de sucre. Tout le monde sait ce qu'il y a à Font-Saint-Jacques. Il y a l'équivalent de 2-3 Font-Saint-Jacques là, tellement la richesse patrimoniale est importante. Je crois davantage à un tourisme qui valorise les atouts du territoire et qui permet aux gens non pas de dormir dans la ville, mais de consommer dans ma ville. D'accord? Parce qu'il y aura des associations de Schellcher, il y aura des restaurateurs de Schellcher, il y aura des accompagnants de Schellcher qui vont être des promoteurs, d'une certaine manière, architectes et promoteurs de leur territoire. Je crois davantage à ce tourisme à visage humain. Et si on doit trancher les choses, je pense que notre littoral, bien au contraire que d'ajouts supplémentaires, il a besoin qu'on y mette de vraies respirations pour permettre au tourisme nautique, notamment, de se structurer normalement.
Aujourd'hui, vous avez des bouées qui sont mal balisées, des acteurs du nautisme qui jettent leur ancre un peu n'importe où, ce qui est un vrai problème pour l'activité de pêche. Donc, mettre de la régulation, c'est optimiser tous les enjeux. Le nautisme est le bienvenu, la pêche à la Seine est la bienvenue. Donc après, on peut profiter pour saluer toutes ces mamans et de l'Oméa qui a côté jeunesse. Laissez-vous faire un coup de Seine et pour nous un bateau qui l'a dit en mi-temps l'Oméa, sans problème. Et il participe pour autant de l'activité touristique. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir, M. Laouchan, en tête. Ce n'est pas uniquement savoir s'il y a un ou deux bâtiments où on les met. C'est comment on fait de tout ce lieu-là, notre littoral, notre arrière-pays, nos acteurs qui sont là, des acteurs dont les enjeux peuvent se combiner pour que Shellshare soit une vraie ville durable. Vous êtes très sensible à l'écologie, donc. Très sensible aux gens. Les gens, c'est l'écologie. D'accord. Vous savez, comme disait Aboukta, il dit oui, tu es l'eau. Il dit oui, l'eau, c'est le commun du vivant. Ah bon? C'est le commun du vivant. Donc je suis d'abord sensible aux hommes. Le commun du vivant. Donc, et c'est peut-être le défi de notre génération où on a, pour beaucoup d'entre nous, été, on va dire, biberonnés à l'économie libérale, bienfaitrice, et qui considérait que les ressources étaient inépuisables et que leur exploitation était naturelle. Non, ce qui est naturel, c'est d'abord bien vivre ensemble, produire de la richesse, la partager, et ce qui permet à chacun de s'épanouir. Qu'est-ce que vous préconisez pour le désenclavement de Shellshare? Alors, vous savez, je ne suis pas des élus qui savent tout, qui ont des idées sur tout, qui veulent faire ça là, qui veulent faire ça là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'affichage à Shellshare. C'est devenu le nouveau truc. On promet des écoles, on promet des enclavements, et actuellement, la majorité actuelle propose non pas un désenclavement, mais un délestage pour que les gens comprennent. Autour du stade, là, à côté du gars qui fait les grèves, d'ailleurs, il souhaiterait le déloger. Bon, ce que je considère être une totale absurdité, j'expliquerai pourquoi. Pour que les gens qui partiraient du bas de l'enclos puissent longer la rivière, donc on enjambe la rivière et ressortent à Ravine-Touza. Donc, point de vue technique, moi qui amène ma fille par là le matin, j'ai beaucoup de suspicions sur le fait qu'un tel ouvrage soit une solution. Alors, vous savez, moi, j'ai eu quelques expériences. C'est quoi l'ouvrage? Une route? Une route, un rond-point, etc. J'ai eu quelques expériences à la région, j'étais chargé de la question du transport notamment. On avait un observatoire, parce que tout le monde spécialiste. Un observatoire, ça compte les gens, ça compte le nombre de voitures, ça compte les besoins. D'accord? Et pour le désenclavement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'empresser de démontrer qu'il y a une solution. Je vais juste raconter une anecdote et vous dire, justifier la nôtre. Il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans, il était question de traverser Fonlaillé avec un viaduc. À peu près 200 mètres. Vous connaissiez le coût de ce bidule? Non. 200 millions d'euros. D'accord? Alors que, selon moi, à Fonlaillé, le vrai sujet, c'est que d'un côté, il y a une maternelle, de l'autre côté, il y a une école, et que ça crée un cisaillement quand on traverse Fonlaillé, ce qui a la vertu de mettre des embouteillages interminables. Peut-être que mettre les deux écoles du même côté aurait été une solution intermédiaire, beaucoup moins coûteuse que 200 millions d'euros. Peu de pays de la Caraïbe ont 200 millions d'euros pour faire 200 mètres de route. Enfin bref. Résultat des courses, ce projet chemine. D'ailleurs, la ville et cette majorité actuelle l'inscrivent dans son document d'urbanisme, d'accord? En tout cas, laisse les opportunités pour l'installer. Ça nous a coûté, en tant que collectif, enfin en tant qu'usager, près de 8 millions d'euros de concours d'architectes. 8 millions d'euros. Puisque le concours d'architecte se rémunère sur le montant de l'ouvrage. Pour que finalement, quand l'autre majorité arrive, ce projet soit abandonné. Alors vous savez, monsieur Laouché, la morale de l'histoire, c'est quoi? Plutôt que nous t'ayons jeté l'argent, nous avons étudié faisabilité ces projets-là. Et c'est qu'une fois que nous avons une faisabilité avec les avantages et inconvénients, que nous prendrons les décisions de savoir ce que l'on inscrit ou pas, quel concours ou pas d'architecte on prend. C'est lamentable. Enfin, moi, je le dis tel que je le pense, je pense que c'est lamentable. D'accord? Cette sorte de surenchère totale, où moi, je rappelle la course au bidule. Chacun a son bidule. Moi, je suis un élu responsable. Je sais que l'argent, il est précieux. Donc, je ne participerai pas à cette course au bidule. D'accord? Donc, on va faire des gens qui sont des professionnels, examiner la situation de Shellshare, parce que la réglementation, ne serait-ce que le code de l'environnement, a changé.
En 10 ans, en 20 ans, depuis qu'on nous promet cela, des maisons ont été construites, des réseaux existent, d'eau potable ou autre. Donc, je ne participerai pas à cette course à bidule. Et c'est quand on aura les résultats de ces études, on reviendra vers les citoyens. Parce que peu importe la solution qui sera adoptée, je suis certain au moins de 2 choses. C'est qu'elle aura un coût et qu'il faudra se poser la question de la soutenabilité de ce coût. Deuxièmement, qu'elle aura des inconvénients, et bien qu'elle ait passé l'animoun qui a arrêté. D'accord? Donc, ce n'est pas le maire, ni 34 élus qui vont prendre la décision. Collectivement, on en revient. Comment s'approprie-t-on le fait de devenir architecte de notre ville? Et faisons que, autour de ces grands débats, nous puissions collectivement dire, mais voilà, le désenclavement que l'on veut, le désenclavement que l'on peut. D'accord? Mais n'attendez pas sur moi que je participe à cette course effrénée. Je ne vais pas nommer les projets parce qu'on aura l'impression que je m'en prends aux hommes. Je ne participe pas à cette course effrénée de ce que j'appelle la course au bidule. Est-ce que l'image qu'on a de Shellshare, est-ce que c'est l'image d'une ville dortoir, à votre avis? Je pense que c'est une fausse image. Mais est-ce qu'on Mais a... c'est une fausse image, mais je pense qu'elle a du sens pour ceux qui n'y vivent pas. Est-ce que vous avez l'impression que quand on parle d'entreprise, d'initiative, on parle de Shellshare? Non. Et pourtant, si on devait faire une statistique sur le nombre de chefs d'entreprise qui habitent à Shellshare, vous serez scotché. Oui, mais ils viennent y dormir. Donc ça veut dire, est-ce qu'on a... Vous savez, un entrepreneur, ce n'est pas... il aime bien sa commune, mais il aime bien que son business fonctionne. Est-ce qu'on a créé les conditions pour que le business fonctionne à Shellshare? Est-ce qu'on a créé les conditions de l'entreprendre? Vous avez le président de la chambre de commerce qui a son école. Je pense qu'il verrait d'un bon œil qu'il y ait des modalités pour que d'autres acteurs y viennent. En tout cas, nous, à Shellshare Dynamique et Solidaire, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire des petites choses du quotidien, mais ce qui sera décisif pour la ville de Shellshare de demain, c'est comment nous faisons notre ville prendre des virages stratégiques. On a parlé tout à l'heure de la question de l'aménagement, on va dire, lucide écologiquement. On a abordé un peu la question d'un équipement qui serait le désenclavement. On pourrait parler de mobilité, parce que si on change la façon d'utiliser les usages, peut-être qu'on aura besoin de moins d'équipements, mais on en reparlera. Là, on parle de l'attractivité. Nous avons comme projet, parce que les terres ne sont pas inépuisables, à Anse Madame de dire, ben voilà, je l'ai même proposé naïvement au président de la CACEB, à qui j'ai demandé un rendez-vous, pour vous dire que ce n'est pas des arrière-pensées politiques. Moi, je dis, regardez ça, Michel Limer, président, nous pouvons faire un Shellshare qui paie unique. On a 2 problèmes à Shellshare, notamment pour sortir Anse Madame de l'eau, c'est la question de la rivière. La rivière Cazenavire, en fait, elle a été détournée de son trajet naturel. En fait, anciennement, elle allait tout droit là où il y a le stade. On lui a fait faire une sorte de grand S. D'accord? Et puis là, il y a tombé, et bien il y a envie de déborder. On peut faire 3 choses à la fois. La première, sécuriser les berges de la rivière pour éviter que cette rivière crée les nuisances qu'elle crée pour les usagers, notamment en aval sur la partie Anse Madame. Deuxièmement, quand vous faites ça, vous avez donc la possibilité de faire que toute cette zone-là où il y avait l'espace OSNA, qui est aujourd'hui qui est au PPR rouge. Pourquoi? Parce que c'est une zone inondable. Elle est inondable. D'ailleurs, quand il pleut, les élèves, souvent dans les écoles, ont les pieds dans l'eau. Donc, mettre cette zone hors d'eau, c'est sécuriser les écoles actuelles qui sont dans une zone inondable. Mais c'est M. Laouché pouvoir disposer d'un formidable espace pour y faire beaucoup de choses qui répondent en partie à vos questions. D'accord? Nos artisans à Shellshare n'ont aucun espace pour s'exprimer. On a fait des zones commerciales, on leur a promis des zones artisanales qui sont devenues des zones réalité, des zones commerciales. C'est un problème. Beaucoup de garagistes aujourd'hui vont quitter la profession avec une promesse tenue il y a 18 ans qui n'a pas toujours été tenue. Nous nous pencherons très clairement sur ce sujet-là. Shellshare est une ville de 20 000 habitants qui a une université. Aujourd'hui, la bibliothèque tient dans 2 conteneurs. Est-ce que vous pensez que cela est digne d'une ville qui se veut une ville universitaire? Mais il faut de l'espace. Nous le ferons ici. Shellshare est une ville de 20 000 habitants. Mais dès que l'on veut faire un sport couvert, de la gymnastique, etc., sans Welele, nous allons poser là aussi le gymnase de la ville de Shellshare, un gymnase omnisport qui nous permettra d'avoir toutes les activités couvertes, comme une ville de 20 000 habitants peut le supporter dans ses investissements.
Mais ça veut dire qu'il faut être stratège. On ne fera pas tout la même année, c'est pas vrai. Mais il faudra, en priorité, sécuriser chez Berge. Et puis, comme j'ai une fibre environnementale, et vous le savez, j'avais demandé, quand j'étais président du comité de bassin, d'avoir un diagnostic de l'état de la rivière. La rivière Cazenavire est la rivière la plus polluée de la Martinique. Alors que l'aimantétima même à bien là. On peut avoir un vrai chantier sur le retour au bon état chimique et écologique de notre rivière. Pour qu'on se réapproprie nos espaces, pour qu'on se réapproprie ces berges de promenade qui aujourd'hui sont réduites à tourner autour d'une zone, dans un sens ou dans l'autre. Et là, vous voyez que vous changez le visage du territoire. Votre territoire devient stratège. Et puis comme on ne s'arrête pas là, on se dit, mais aujourd'hui, il y a une technologie que l'on dise, qu'elle soit bonne ou pas, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Shellshare ne sera pas, même si on fait beaucoup pour l'arrière-pays et l'agriculture, le terroir de l'agriculture martiniquaise. Mais j'ai des idées sur ça. Ça ne deviendra pas la capitale industrielle. Eh bien, nous allons faire que Shellshare devienne leader sur le sujet de tout ce qui est autour de l'économie de la connaissance. Avec des partenariats que nous passerons avec la Chambre de commerce, mais pour qu'il y ait une pépinière ou des pépinières d'entreprise sur ce que sont les nouveaux services que nous devrons rendre et développer sans avoir besoin de terre ni d'industrie, mais simplement avec de grosses capacités de réseau. Et il faut saluer l'implication du maire actuel dans le fait que Shellshare soit en 5G. Ça fait partie de ses succès, il faut le dire. Mais la 5G pour faire quoi? Si c'est pour télécharger en un temps record des films, j'ai envie de dire, bon, c'est pas l'ambition que j'ai. Mais notre 5G peut devenir demain un argument pour que beaucoup d'acteurs économiques qui ont de magnifiques idées les développent à Shellshare. Donc, moi je viens et je peux à Shellshare créer une start-up. En tout cas, nous allons créer la disponibilité pour ça. Très bien. Pour qu'il y ait un vrai savoir-faire. Oui, mais ce qui caractérise les start-up, c'est que... C'est le risque. Le risque, mais surtout, ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Vous créez de la richesse. Ben oui, vous créez de l'emploi autrement. Oui, mais... Vous créez de l'emploi autrement. Encore une fois, il ne faut pas être démagogue. Je ne suis pas dans le registre Yakel Faucon. Il faut tenir compte de l'état donné. Et si on veut créer de l'emploi, on peut faire des choses à Shellshare, à côté de nos artisans. Si on a un vrai projet qui fait que chaque artisan devient un employeur à Shellshare, chiche. Ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie d'accompagnement. Mais est-ce que vous allez mettre une zone artisanale? Mais ça veut dire qu'il faut... Mais si vous pas baisse, parce qu'il m'en aura fait, c'est le blabla. Où est-ce que vous allez la mettre? Je vous parle dans ce madame. Je vous parle de cette grande zone Cazenavire qui deviendra, j'ai envie de dire, un deuxième poumon de la ville en retrait. Et pour plusieurs raisons. Le littoral tel qu'il est aujourd'hui configuré est condamné à grignoter la terre à Shellshare. Donc ça veut dire qu'il faut déjà penser le repli d'activités importantes, sinon stratégiques, non pas pour demain, mais après-demain. Donc quand nous prenons ce choix fort de dire aujourd'hui le projet Cazenavire que nous avons est un projet structurant, parce que derrière, nous déployons toute une série de décisions qui vont dessiner le Shellshare de demain. Le Shellshare qui aura des activités sportives, qui va héberger la culture autrement que dans des conteneurs. Le Shellshare qui pourra, à des gens qui sont des talentueux martiniquais, d'exercer leur activité ici, se rencontrer, phosphorer avec des acteurs. On parle de recherche-développement, il y a la chambre de commerce, il y a l'université. Mais quand même, monsieur Laouché, vous êtes à Shellshare, c'est la seule ville universitaire de la Martinique. Pas une idée, c'est un seul. Vous avez l'impression que vous êtes dans une ville universitaire, quand vous y êtes, vous parlez, est-ce qu'on y dort ou pas? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une communauté de 5000 personnes qui sont liées à l'université? C'est l'équivalent de la commune du Vauclin. Ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Comment vous allez les rendre visibles? Je pense qu'il y a de petites choses à faire. Vous savez, notamment sur... moi, je pense à la mobilité. Ces jeunes qui ont à se déplacer, ben, nous mettrons des vélos en gratuité pour qu'ils puissent faire des petits trajets, soit venir au bourg, aller faire leur course, ou qu'ils nous faisons en sorte que Shellshare nie un vrai partenariat et puis la Caraïbe. Il y a de grandes universités. On a un partenariat très actif avec la ville de Houille, qui est la ville de naissance de Victor Shellshare. Mais il existe de grandes universités dans la Caraïbe qui pourraient avoir avec nous de vraies collaborations. Nous allons systématiser, notamment pour les vacances, le fait que de jeunes étudiants de la ville puissent avoir, on va dire, des expériences dans l'administration municipale. Nous pourrions faire en sorte que
beaucoup de ces étudiants-là, qui dans tous les pays du monde donnent des cours, puissent le samedi matin ou le mercredi après-midi utiliser les écoles vides de la ville pour être des tuteurs, sinon donner des cours à prix modéré avec une ville qui s'implique dans ce chantier-là. Parce que nous croyons au chantier de l'éducation. Donc, ce sont toute une série de petites choses qui créent une atmosphère, faire en sorte qu'il y ait une plateforme qui permette aux nombreux jeunes qui sont là de venir faire la garderie parce que vendredi soir, j'ai un chantier Noël. D'accord? Vous pensez qu'il faut beaucoup d'argent pour ça? Pour avoir une charte qui permet à un étudiant, qui est plutôt quelqu'un de bien rangé, de venir garder votre enfant et être chez vous, tisser des liens, grandir et être demain matin reconnaissant de ce que vous avez partagé des choses essentielles dans leur vie. Ce sont des petites choses comme ça aussi qui vont faire que nous nous approprions plus encore notre dimension de ville universitaire. D'accord. Vous voulez dire quelque chose? Non, je pense à la question de la mobilité qui est très importante, mais qui va au-delà du cadre de Chelsea, qui est un vrai sujet. Donc on va parler de la mobilité. Vous voulez parler de quoi encore? De tout ce que vous voulez, je suis là. Je suis, Oui, je suis à votre... Qu'est-ce qui vous manque? Vous savez, tout ça, il y a un préalable. Il y a un préalable. Et c'est un sujet qui est délicat, qui parfois met mal à l'aise. Mais je vais dire les choses clairement. Vous savez, quand j'ai été élu président du PNRM, le premier jour de ma prise de fonction, Parc naturel régional de la Parc Martinique. naturel régional de la Martinique. J'ai un petit bol, on m'a à peine la quarantaine. Alors, petit braille, c'est un petit braille. Il reprochait moi à l'époque d'aller trop vite. 40 ans, bon, il y a d'autres qui président à 40 ans. Enfin, j'étais un jeune président, j'avais 39 ans précisément. La secrétaire vient me voir, affolée. Président, il faut que je vous parle, la dame tremble, etc. J'arrive. Je ferme la porte, je dis voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit voilà, je voulais vous dire que j'étais au mime, que j'étais sur la liste de Félix Duville. Je l'arrête, je dis oh là 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 là. Arrête. Donc elle arrête, je lui dis deux choses. Es-tu loyale? Elle m'a dit oui, monsieur. Je lui dis es-tu compétente? Elle m'a dit oui, président. J'ai dit mais le reste, ça ne me regarde pas. J'ai quitté le PNRM, cette dame était toujours secrétaire de direction. Alors l'idée pour finir, elle m'a dit ouais, je mon café n'importe qui ça, c'est mon ta pété foi nous. Je dis non. Moi pas qu'à entrer dans ça. Parce que demain matin, manquer de bon bagaille, t'as là qui dit moi c'est parce que ou pépé mou mimou si là non. Mon seul critère ça va être te dire ce que j'ai à te dire point barre. Peu importe ta couleur politique. Donc on est libre dans une collectivité d'avoir une opinion politique. On est libre. Et je ne serai pas un maire qui va venir arbitrer les préférences politiques. J'ai des agents qui ont déjà été appelés par des élus de cette ville parce qu'ils viennent dans des réunions sur leur temps libre. Il faut que cela cesse à Chelsea. Cette façon de mettre sur des agents qui ont des activités politiques en dehors de leur service une pression est quelque chose qui est malsain, pour ne pas dire toxique. Voilà une grande divergence que j'ai avec le maire actuel. Pas de mise au placard en fonction de la couleur politique. Pas de petits arrangements non plus en fonction de la couleur politique. On se met tous sur le même piédestal. Alors, quand j'ai fait cela au PNRM, Parc naturel, ça a créé des incompréhensions, mais ça a été un formidable outil de réconciliation. Pour qu'on ne vienne pas à son travail en ayant l'impression de vivre ou de subir des injustices. Il n'y a rien de plus, je pense, dur pour un individu d'être victime d'une injustice. C'est un truc qui est terrible. Vous arrivez tous parfois d'avoir ce sentiment-là. C'est quelque chose qui met un homme par terre, rapidement. Eh bien, il faut arrêter avec ça. Donc, je vais mettre un terme à cette façon de gouverner, de manager, ce que j'appelle ce management de la terreur. Ce qui nous amènera à passer à une autre forme de management exigeant pour la qualité du service public, fondé sur l'écoute, le respect de chacun. Ça, c'est une chose essentielle qu'il faudra faire très vite. Et s'il faut que je rencontre les agents un par un, je me donnerai le temps de les rencontrer un par un. Parce que l'ambition du projet que nous avons exige que chacun ait sa place dans ce projet. Chelsea Ville durable. Je vous donne un deuxième exemple. Vous avez des agents, une situation qui n'est pas simple. Hein, et même certains syndicats nous disent, bon, il faut aller mollo, on laisse ça. Vous savez, on est à l'heure des affichages et des labels
bien vieillir, bien ceci, bien cela. Vous avez des agents qui ont plus de 30 ans de mairie. 30 ans de mairie. Je l'ai écrit dans le France Antilles, là, il n'y a pas longtemps. Qui sont titulaires, monsieur. Or, ce n'est pas qu'à cher. Hein. En tout cas, moi, je prendrai mes responsabilités. Qui sont titulaires depuis des décennies et qui travaillent 22, 23 heures, qui n'ont pas un temps complet. C'est-à-dire que c'est mon temps qui a touché moins l'argent qu'un monde qui a vécu de revenus d'allocation. Il faut que nous touchions ça. Parce que ces gens-là, quand ils sont à la retraite, vous les mettez dans l'indignité. Vous les projetez puissamment dans l'indignité. On ne va pas tout régler en un jour. Mais ça sera un plan d'urgence pour rétablir ceux-là et les sortir de l'indignité. Parce que moi, je veux bien effectivement m'occuper de mes aînés. D'accord ? Et on a la question du logement sur laquelle on doit parler, ou d'Ozanam. Je veux m'occuper des gens. On veut prendre soin des Chelchérois, mais on ne peut pas prendre soin des Chelchérois et ne pas prendre soin d'abord, et j'ai envie de dire aussi, de ces agents. Je ne cultiverai pas cette contradiction qui me heurte. Voilà. Donc tout à l'heure, en me demandant ce que vous vouliez dire, je vous ai tendu un piège et vous êtes tombé dedans. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce qu'il y a deux Chelchers, en fait. Il y a le Chelcher littoral et le Chelcher des hauteurs, quand même. Et vous n'en avez pas dit un seul mot. De quoi ? Du Chelcher des hauteurs. Quand je vous parle de l'arrière-pays, c'est pas des Chelcher des hauteurs. Vous n'avez pas hauteurs. tellement parlé. Quand je vous dis qu'il faut de la ruralité, qu'il faut mettre des gîtes, je ne parle pas du Chelcher de l'arrière-pays. Ah, c'est ça votre arrière-pays. Quand je vous parle de terres qui sont non chlordéconnées, d'agriculteurs qui ont été divisés par deux. On n'a pas parlé de ça. On était dans les questions d'aménagement et d'attractivité. Oui. Et je pense que... Et d'ailleurs, les documents d'urbanisme, parce que la ville est engagée dans un projet de valorisation de ces espaces, c'est écrit. Après, il faut le dire, dans leur stratégie, c'est écrit, mais je trouve que ça n'a pas été suffisamment porté. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez le nombre d'agriculteurs qui a été divisé par deux, une pression foncière qui fait que les gens sont beaucoup plus prêts à vendre qu'à valoriser leur territoire. Vous savez, je peux être suspecté de tout, mais pas de démission sur ces sujets-là. À l'époque, j'étais un jeune président naïf du parc naturel. J'avais proposé au maire de Chelcher qu'on fasse de Chelcher la terre du café et du cacao. Et alors ? On a cherché au PDRM du café de partout, on a trouvé le café Grand Cru. On a formé des chantiers d'insertion pour permettre justement à la structure parc naturel de porter des projets pendant 4 ans, pendant que ce n'est pas rentable, le temps que les fèves portent. Et la contrepartie qu'on demandait aux producteurs, c'était de nous livrer des fèves pour que nous, on fasse de la sélection et qu'on aille de plus en plus vers ce qu'on appelle un cacao grand cru. J'ai proposé ce projet au maire de Chelcher en 2010. J'ai quitté le PNR en 2015, ça ne s'est pas fait. Mais je vais vous dire quelque chose. Entre-temps, ce sont des acteurs économiques que l'on accuse souvent d'être dans la concentration de richesses qui ont pris la main sur le cacao. Là où on avait fait en sorte qu'on ait 30 hectares d'anciens producteurs de cacao qui soient, on va dire, remis sur des productions à haute valeur ajoutée, eh bien on a donné, on va dire, aux rentiers traditionnels la main sur le cacao. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de 100 hectares. Voici parfois ce que je porte douloureusement, monsieur. Pourquoi vous ne dites pas les choses plus clairement ? Plus clairement, pour qui ça ? Je ne sais pas ce que c'est que les rentiers. Je parle des gens qui, par souvent, maîtrisent la grande distribution. Je te parle de gens qui ont la propriété en Martinique. Pour beaucoup d'entre eux. Vous avez peur de pouvoir... Dire le mot béquet ? Oui. Pas du tout. Je ne sais pas si tous des béquets, mais je parle d'une puissance d'argent en particulier que je ne veux pas viser pour ne pas laisser. Tout le monde est libre d'entreprendre. En tout cas, j'avais, avec d'autres au PNRM, fait le choix que cette approche-là, et ça peut rejoindre quelque chose, qu'on soit dans un marché court, du producteur au consommateur. On avait été parti en Grenade d'ailleurs avec Cora Bernabé, qu'on avait accueilli justement pour qu'elle fasse son stage de master. On était parti à Grenade pour bien comprendre comment ça fonctionne. Comprendre comment autour de ça on pourrait créer de la vraie richesse, de l'emploi. Et de l'emploi de plusieurs niveaux. Entre celui qui taille, celui qui hybride, et puis celui qui transforme et celui qui commercialise. Créer une vraie filière. C'est ça l'avenir de la Martinique. Et pour le café, au point que c'est la ville de Casse-Pilote qui a accepté d'avoir le semencier de café que le PNRM pouvait avoir, que nous avions intérêt à mettre à Chelcher. D'ailleurs, de jeunes agriculteurs de Chelcher, je pense au Duno, étaient déjà prêts à s'impliquer dans ce projet. Donc j'ai un peu d'amertume sur ça, mais plus que cette amertume-là, ce qui m'intéresse, c'est faire justement de ce que j'appelle du Chelcher vert une priorité. Nous avons un arrière-pays extraordinaire
et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'exprimer cette passion que j'ai pour cet arrière-pays, qu'il s'agisse de Fond du Clos, de Démarche Haut, de Terreville Haut, qui étaient d'anciennes terres de café et de cacao. Les gens l'ont oublié. Donc se réapproprier notre histoire et des productions qui aujourd'hui ont une véritable valeur. Ce sont des cultures spéculatives quand même. Est-ce que vous êtes partisan également d'une agriculture locale, quoi, alimentaire? Bien sûr. Bien sûr, c'est pas une agriculture nourricière, mais encore une fois, il faut aller sur des niches. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'à la fin du mois, mon agriculteur, il ait un revenu qui soit digne de son investissement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que mon agriculteur, quand demain il arrête son activité, son fils ou sa fille ait envie de reprendre la suite. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'exact inverse. Laissez-moi graphier un terre. Parce qu'il n'y a pas mis de stratégie pour valoriser l'agriculture à Chelcher. On a perdu plus de la moitié de nos agricultures à Chelcher. Je discutais ce matin avec un leader de l'action de la pêche. C'est la même chose pour la pêche. Donc ne pas fixer l'emploi dans ces domaines-là, et d'ailleurs je l'ai écrit, on est négligent. Ne pas fixer l'emploi sur l'artisanat, c'est être négligent parce que ce sont sans doute les niches d'emploi et de production locale sur lesquelles nous avons de vrais avantages du point de vue de la qualité. Et puis moi j'ai un dossier qui m'est cher, c'est celui du goût. Parce que derrière, il y a le combat du goût. Quand on m'a mangé un mango aujourd'hui, si pas créer l'opportunité que j'en ai en mango, eh bien, moi j'ai haute fraise. Donc oui, mais ça peut paraître exotique tout ça, mais il y a un vrai sujet, c'est celui de l'appropriation du goût, de nos odeurs, de nos couleurs, de nos saveurs. On ne peut pas aimer quelque chose que l'on ignore. Donc nous ferons le pari à Chef Dynamique et Solidaire que cette stratégie-là, ce que j'appelle du bien produire et du bien manger, elle irrigue nos cantines. Et là je fais de la politique. Parce que je suis un partisan du goût martiniquais, que ma fille ne me dise pas le couscous a un goût particulier, qu'elle préfère les pommes de terre. Mais si vous avez couscous mangé 2 fois dans l'année, puis vous avez frites matin, midi et soir, c'est la nature qui fait les choses. Donc il faut que nous s'abaillons régulièrement. Donc il y a un vrai sujet, c'est celui de la régularité que posent les professionnels de l'alimentation. Ils disent voilà, il faut qu'on ait la régularité, il faut qu'on ait des calibres. Sans doute faudra-t-il certifier les choses, accompagner les producteurs, comme on l'a fait au PNRM. Hein. On l'a fait sur le mouton marocain. Les gens, c'est des producteurs de moutons. Ce ne sont pas des ingénieurs. Eh bien, on a mis de l'ingénierie à côté. Si on ne la met pas, eh bien, on peut solliciter des organes, la Chambre d'agriculture, pour qu'ils viennent en appui, avec des objectifs clairs. C'est le travail de la CTM, c'est le travail de la Chambre d'agriculture. Mais je ne vais pas attendre qu'ils aient envie de le faire pour penser mon projet à Chelcher. D'accord? Penser la transformation. Ah bon, nous avons fait cacao, mais ah bon. Et puis nous avons envoyé descendre en bas, et puis sans l'autre, nous avons fait l'argent. Non. Si nous avons fait cacao, moi j'ai vu un dispositif extrêmement important en Guadeloupe où on plante, on produit et on fait la torréfaction et on vend. Et on vend à des prix que vous n'imaginez pas, d'accord, qui permettent d'avoir de l'emploi et le succès de cette filière. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la stratégie. Et encore une fois, on en revient. Si vous n'avez pas cette vision stratégique, vous ne pouvez pas porter de manière très précise des petites choses qui améliorent le quotidien. Donc nous voulons être stratégiques, lucides sur les besoins qu'ont les Chelcherois et la question de l'activité, des choix que nous faisons sur l'activité. Vous avez parlé de l'artisanat, de la pêche, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Il ne faut pas rester dans une sorte de sélectivité. Hein. Ce sont des choses que nous pouvons et que nous allons mener de front à Chelcher Dynamique et Solidaire. Est-ce que dans votre projet, pourquoi est-ce que le projet que vous avez n'est pas un véritable plan de développement écrit, à la limite chiffré? Il le sera. Il le sera. Il le sera. Il le sera. Vous savez, maintenant, on est à l'heure des nouvelles technologies. Nous avons fait un programme ambitieux. Beaucoup disaient que c'était peut-être le plus alléchant, mais les gens n'aiment pas trop lire. Donc, on va faire preuve d'imagination pour que la lecture du document renvoie à au moins 2 choses. Et c'est très important ce que vous dites, parce que mon cap aller blablabla, on aura, nous, dans notre temps politique, des évaluations des politiques publiques. D'accord? À 3 ans, on dit voilà, on avait dit qu'on ferait ça, où on est? Ça n'a pas fonctionné, on dit pourquoi? On peut avoir un échec dans la vie d'un projet, un financeur se casse la gueule. Ça arrive. Je vois le projet de port de pêche à Fond-Laillé. Bon, ça fait 10 ans que ça dure. Alors,
Beaucoup disent qu'on n'a pas assez écouté les pêcheurs, je le pense, on les a peut-être pas assez écoutés. Mais sur ce projet, bon, à un moment donné, les fonds européens avaient été fléchés d'une manière qui font que, finalement, le projet a dû reprendre. Finalement, 10 ans après, il n'est toujours pas fini. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de dire quand ça ne se fait pas, c'est la faute du maire, non. Je suis très, très... Je veux être juste. Parce que si vous n'êtes pas juste dans votre regard et votre critique, vous aurez du mal à, comment dirais-je, obtenir la justice des autres. Donc, je veux être juste. Donc, sur nos projets, on va à la fois les phaser dans le cadre du programme, mais on va aussi donner des éléments de financement sur les montants et sur les cofinancements. Est-ce que le casino fonctionne? Le casino fonctionne, oui, ça vous rapporte de l'argent? Ça rapporte près d'1 million par an, mais j'ai envie de dire, c'est des rentes. Et est-ce que l'échelle Chirois trouve quelque chose? Oui, puisque ça participe de notre label tourisme passionautique. Mais encore une fois, moi, je pense vraiment qu'on doit faire des choix pour notre territoire. Et il faut créer de l'emploi, comme on en a parlé. Il faut créer du bien vivre ensemble. Mais le casino, c'est une bonne chose. Il faut pouvoir y vivre. Moi, je ne porterai pas de jugement de valeur. Vous savez, quand en politique, on veut mettre de la morale, j'ai envie de dire, chacun a sa morale personnelle. Par contre, je mettrai des questions d'éthique. D'accord ? Je pense qu'une question d'éthique que j'aurai en tant qu'élu et que je vais poser dans les écoles, c'est aujourd'hui ce que sont devenus ces instruments-là. D'accord ? Il ne s'agit pas de dire on est pour ou contre l'intelligence artificielle, elle est là. Par contre, pouvoir dans les écoles, et nous le ferons à Shellshare Dynamique et Solidaire, avoir une vraie réflexion sur l'éthique de l'utilisation de tous ces outils-là, des réseaux sociaux, de ce qu'ils peuvent faire de bien, voire de pire, et faire que les jeunes Chalchérois soient des utilisateurs, on va dire, lucides de ces questions-là, m'importe beaucoup. Vous êtes d'accord avec M. Macron? À quel sujet? La limitation, mais non. Il veut interdire ça dans les écoles. C'est bêtise qu'il a. On va créer la prohibition. On va créer d'autres systèmes. Non, moi je crois d'abord à l'éducation. Je crois aux vertus de l'éducation. Je crois à la responsabilité des parents. Vous savez, à Ozanam, 60% des mères qui élèvent leurs enfants les élèvent seuls. Je pense que dans des quartiers comme ça, on a des urgences. Et on le voit dans d'autres domaines parce qu'il y a des trafics, etc., etc. Mais moi, ce qui me frappe le plus à Ozanam, au-delà de ça, c'est la détresse de beaucoup de nos aînés. Donc nous allons avoir à Ozanam un vrai sujet, celui de l'implication de la ville au cœur de la cité, avec des associations qui sont vraiment redynamisées. Vous avez combien de policiers municipaux? Aujourd'hui, 8, c'est largement insuffisant. Est-ce qu'ils sont armés? Ils sont armés, mais encore une fois, ils sont armés, formés, ils font le maximum, ils ne sont que 8. Vous savez, la norme, c'est de dire grosso modo un agent pour 1000 habitants. Il en faudrait au mieux une vingtaine, aujourd'hui ils sont 8. Nous passerons à 15, pourquoi? Parce que beaucoup des petits, et surtout en proximité, notamment aux Ozanam, beaucoup de ces projets municipaux de police de proximité doivent être dans les quartiers. Et avoir au cœur des quartiers, non pas une police qui vient quand le drame est fait, mais des associations qui accompagnent des jeunes sur l'éducation, la culture et les devoirs, la scolarité au quotidien. Relancer cela, avoir de vrais partenariats avec ce que j'appelle le bailleur. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs qui sont très complexes, c'est vrai, mais qui ont le mérite de pérenniser ces choses-là, ce qu'on appelle QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville. Je ferai avec mon équipe, en sorte que Shellshare soit éligible à ces projets-là, parce qu'ils sont coûteux, mais il faut les pérenniser pour avoir des associations qui font un travail, non pas one-shot, mais qui durent vraiment très longtemps pour accompagner cette jeunesse, faire des expériences d'installation de micro-entreprises, parce qu'il y a des talents aux Ozanam. Il n'y a pas que des trafics. Et aujourd'hui, il faut rétablir la réputation de ce lieu. Donc ce lieu, il est circonscrit à une zone qui peut très clairement être identifiée comme quartier prioritaire de la ville, mais cette expérience-là, on peut la répercuter dans beaucoup de quartiers. Plateau Fofo, Batelière, où la question du logement me préoccupe. Vous savez, il faut arrêter. Juste pour terminer sur la question du logement, et puisqu'on a fait l'économie, le bien vivre ensemble, le logement, c'est près d'1 millier de maisons qui sont vides à Shellshare. Si vous voulez être propriétaire à Shellshare, sous panier 500 000 euros, 600 000 euros, c'est pas la peine. Ça veut dire quoi penser l'attractivité quand vous pouvez pas, si vous n'êtes pas 600 000 euros, vous ne pouvez pas revenir dans votre pays. Donc la question de savoir où j'atterris est importante. Ben, on ne sera pas passif sur ce sujet-là. D'une part, on va créer un centre d'information pour sortir de l'indivision. Dans beaucoup de cas, c'est le sujet. Nous parlerons d'une voix forte et claire à la CACEM, Cap Nord l'a fait, pour qu'il y ait une délibération qui permette les familles les plus modestes de sortir de l'indivision. Et puis, troisième volet, le maire assumera ses responsabilités. Quand une maison est en abandon manifeste, ben nous passerons des conventions avec les bailleurs sociaux pour transformer ces maisons ou les réhabiliter
en faire des lieux de vie pour les associations, en faire des jardins partagés, en faire des parkings au cœur des quartiers, mais en faire des logements pour qu'on ait une vraie stratégie du logement. Plutôt que des immeubles qui s'insèrent de manière totalement maladroite dans des quartiers résidentiels, je crois davantage à l'action sans doute plus complexe, mais qui consiste à faire que le maire aille sur des habitats qui sont en abandon manifeste pour redonner un sens, notamment à l'hébergement de nos aînés. Parce que tous nos aînés, nos nombreux aînés, ne pourront tous pas aller en EHPAD. Et d'ailleurs, je ne suis pas favorable à cette approche. Il faut qu'on arrête les Donc voilà, vous voyez que souvent on se dit qu'on a beaucoup de temps, mais le temps passe tellement vite avec vous. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons conversé devant vous avec Daniel Chaumet, qui est candidat aux élections municipales dans la ville de Schœlcher. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi.